Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, on va parler d'un nom qui doit résonner pour pas mal de monde, végétaline. Vous savez, cette matière grasse, un peu blanche, qu'on associe souvent aux frites ou aux fritures. Mais derrière ce nom familier, il y a une histoire industrielle marseillaise assez incroyable, ancrée dans l'âge d'or de la cité phocéenne. On croit connaître, mais bon, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui en plongeant un peu dans les sources qu'on a trouvées, des articles de recherche, des histoires d'entreprise. L'idée, c'est de retracer un peu le parcours de Végétaline depuis son invention à Marseille, c'était à la fin du 19e siècle. Et à travers elle, de voir toute cette épopée de l'industrie des corps gras qui a vraiment marqué Marseille, bien plus que l'image de carte postale qu'on en a parfois. Et ça, c'est ce qui est passionnant, je trouve. Voir comment une innovation comme Végétaline est née dans un contexte industriel très spécifique, celui de Marseille à cette époque. On va voir comment les entreprises, souvent des familles d'ailleurs, ont dû naviguer entre les opportunités, la concurrence déjà féroce et même déjà mondiale. Et puis les changements technologiques. C'est vraiment une plongée dans les stratégies, les réussites, mais aussi les difficultés d'une industrie qui a façonné une partie de Marseille. Alors pour bien comprendre, il faut poser le décor. On est à Marseille, fin du 19e siècle. C'est un port qui bouillonne, une ville en pleine expansion et aussi un pôle industriel important, surtout dans la chimie traditionnelle. À cette époque, Marseille est dominée par ce qu'on a appelé les 3 S. Les 3 S, savon, soufre et soude, fabriqués avec le procédé Leblanc. Le savon, c'est le plus connu, bien sûr. Une très vieille tradition, mais toujours hyper active. Des dizaines d'usines, presque 1000 ouvriers. Ben oui, c'est le premier centre savonnier de France. Des usines souvent familiales d'ailleurs, qui traitaient des huiles venues de Méditerranée, mais aussi des colonies via Suez. Le savon, le soufre, le soude. Voilà, à côté, il y avait le soufre, très important pour traiter les vignes dans la région, et le soude, le blanc, indispensable pour les savonneries et les verreries locales. On avait déjà des noms importants comme Péchinet. Tout ça formait un écosystème chimique assez dense, mais qui reposait sur des technologies, disons, assez traditionnelles. Un écosystème qui tournait bien, donc, mais qui va être bousculé. Si je comprends bien, c'est ça le plus efficace. Le soufre américain en moins cher. Comment les industriels marseillais, souvent les savonniers, ils vont réagir à tout ça, innover ou s'adapter. C'est là qu'on voit l'importance de l'innovation produit. C'est devenu une stratégie clé pour survivre et même se développer. Et l'exemple le plus marquant, c'est justement Végétaline. On y arrive. Oui, et ça vient d'une grande maison savonnerie marseillaise, Roca, Tassi et Deroux. Alors entre 1896 et 1897, ils mettent au point Végétaline. Et là, c'est une petite révolution dans les cuisines. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une matière grasse de cuisson complètement nouvelle, faite à partir d'huile de copra. C'est la graisse de noix de coco, mais qui est traitée par hydrogéné total. Hydrogéné, ça veut dire quoi en simple? En gros, c'est un procédé chimique qui transforme l'huile, qui est liquide normalement, en un bloc de graisse solide blanc, stable à température ambiante et qui se conserve bien. Et l'avantage, c'était le prix. Une alternative beaucoup moins chère que le beurre ou le saindoux pour cuisiner, pour frire une sorte de beurre végétal avant l'heure. Malin. Et ça a marché direct. Un succès foudroyant, incroyable. La Végétaline gagne le Grand Prix à l'exposition universelle de Paris en 1900. Le magazine La Science et la Vie a même écrit en 1919 que Marseille était le grand centre de production européenne de Végétaline, donc un vrai success story marseillaise. Mais est-ce que c'est vendu seulement en France? Ah non, justement, le marché français est vite devenu trop petit. Roca décide à exporter massivement. Près des 2/3 de la production partait à l'étranger. Où ça? Angleterre, Pays-Bas, Suède, Norvège, Allemagne, Danemark. C'était vraiment une réussite à l'échelle européenne. Tout ça parti de Marseille. J'imagine qu'un tel succès, ça a dû faire des envieux sur place, non? D'autres entreprises marseillaises ont dû vouloir leur part de gâteau. Évidemment, ça n'a pas traîné. D'autres industriels se sont lancés sur ce marché très porteur. On a vu apparaître plein de marques concurrentes avec des noms assez similaires. Coco, Coco Rose, Durer, Rose Coco. Une vraie effervescence autour de cette graisse végétale. Mais pour suivre cette croissance folle, les vieilles savonneries, ça ne devait plus suffire. Elles ont dû voir plus grand, j'imagine. Absolument. Leur ancienne usine, elle était un peu éparpillée dans Marseille, le boulevard National, le Rouet. Non seulement elles devenaient trop petites, mais elles étaient aussi dangereuses. Le risque d'incendie est énorme avec les corps gras.
Oui, bien sûr, pour passer à la vitesse supérieure et sécuriser tout ça, il fallait prendre une décision radicale, construire une usine moderne. Et c'est là qu'arrive le projet de l'usine des Égalades, un truc assez emblématique. En 1903, ils décident de construire une usine flambant neuve selon les standards les plus modernes de l'époque. C'était aux Égalades, au nord de Marseille, ce qui est aujourd'hui le 15e arrondissement. Un vrai pari industriel. Et qu'est-ce qu'elle avait d'aussi moderne, cette usine ? Déjà, sa conception. Elle était pensée pour l'efficacité et la sécurité. Plusieurs bâtiments séparés par de larges avenues pour limiter les risques d'incendie. Une chaufferie et une centrale électrique pour tout alimenter et surtout une intégration verticale assez bluffante. Il y avait des ateliers de mécanique, de chaudronnerie, d'électricité, mais aussi une tonnellerie mécanique pour faire des fûts, 130 000 par an, et un atelier pour les boîtes mécaniques qui devaient sortir 50 000 boîtes en 8 heures. Incroyable. Sans oublier un labo d'analyse pour vérifier la qualité et le tout bien sûr connecté au chemin de fer et proche du port. C'est vraiment le fleuron de l'entreprise. Un investissement énorme qui a dû conforter leur position de leader dès 1913. On considérait le site des Égalades comme un des plus gros sites français de transformation des oléagineux et Rocade Acide Roux ne s'est pas arrêté là. Ils ont construit une usine à Hambourg dès 1902 dans le nord de l'Europe. Ils se sont associés à Genève en 1908 pour lancer une autre marque, Palmine, et ils continuent d'innover, par exemple avec des brevets pour pouvoir utiliser l'huile d'arachide en cuisine, alors qu'avant elle servait surtout pour le savon. Une diversification alimentaire très stratégique. C'est une dynamique assez impressionnante pour la première moitié du XXe siècle, mais ça contraste pas mal avec ce qui va se passer après la guerre, si on fait un bond dans le temps jusqu'aux 30 Glorieuses. Là, l'industrie marseillaise des corps gras semble entrer dans une période beaucoup plus difficile. Oui, c'est le paradoxe. Les 30 Glorieuses pour ce secteur à Marseille, c'est une période de crise profonde. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a la décolonisation et l'industrialisation des anciens pays fournisseurs. Le Sénégal, par exemple, commence à transformer ses propres arachides. Et souvent, d'ailleurs, avec l'aide de concurrents des Marseillais comme le Sieur, qui a beaucoup investi en Afrique avec le soutien de l'État français. Et donc pour Marseille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perte de sources d'approvisionnement facile en matières premières et perte de marché dans les anciennes colonies. Résultat, la part marseillaise dans la production française d'huile chute énormément et le savon, le produit historique de Marseille, il souffre aussi. Le savon de Marseille traditionnel, le savon de ménage, il prend un sacré coup. L'arrivée des tissus synthétiques, les machines à laver qui consomment moins de savon et surtout la concurrence terrible des nouvelles poudres à laver, les détergents de synthèse faits à partir de pétrole, ça ringardise un peu le bon vieux savon pour la lessive. J'imagine que c'est aussi un défi technologique pour les entreprises marseillaises. Les grands groupes mondiaux, Unilever, Procter & Gamble, l'allemand Henkel, ils développent des procédés de fabrication en continu beaucoup plus efficaces que les vieilles méthodes marseillaises. Mais pour adopter ces nouvelles technologies, il fallait investir des sommes colossales. Et ça, c'était souvent hors de portée pour les entreprises familiales marseillaises prises chacune de leur côté. Donc, situation critique, perte de marché, concurrence des détergents, retard technologique. Comment réagissent ces grandes familles marseillaises qui contrôlaient encore le secteur ? La seule solution qui semblait possible, c'était de se regrouper. Il fallait atteindre une taille critique pour pouvoir lutter. Ça aboutit en 1959. Rocade Acide Roux et compagnie absorbent donc la NHSF et fondent l'Union des industries de produits oléagineux Unipol, une entité qui rassemble 80% de l'huilerie et de la savonnerie marseillaise. La savonnerie provençale, Morel et compagnie, la savonnerie Rabateau, les sociétés Nouvelle Roy, les établissements Roberti, une partie des établissements Gouin, les huileries et savonneries Bellon et Dramar, les anciens établissements Tarazzi et compagnie, les établissements Tarazzi Fritsch et compagnie, Blanc, Bourgogne, Blanc-Fils et Bourgogne et compagnie, les successeurs d'Émile Bourgogne et compagnie, les produits Suc d'Or, la huilerie du Réaltor et la huilerie de la Gineste. C'est une fusion énorme qui rassemble à peu près 80% du secteur marseillais des corps gras. C'est majeur. L'objectif, c'était de rationaliser, fermer les usines les moins rentables, mutualiser les investissements pour moderniser et enfin pouvoir peser face aux géants unis. Unipol va ensuite racheter d'autres boîtes importantes comme la Grande Huilerie Bordelaise et sa marque Huilor et aussi la partie savon du fournisseur allié avec la marque Le Chat. Donc Unipol devient un poids lourd, le numéro 2 français derrière le Sieur. Il y a une réorganisation des usines enfermées à Marseille. On a investi dans les nouveaux procédés, on a même essayé de diversifier un peu dans les chips, les aliments pour animaux. On a modernisé ou construit des usines ailleurs qu'à Marseille, comme à Bordeaux ou l'usine Le Chat en Normandie, qui est ultra moderne.
Et pourtant, malgré cette taille et ces efforts, Unipol n'a pas réussi à inverser la tendance sur le long terme. Pourquoi ? C'est quoi les faiblesses de ce nouveau géant ? Il y avait plusieurs problèmes en fait qui ont un peu miné Unipol de l'intérieur. D'abord un souci de gouvernance, même après la fusion, la structure restait très, marquée par les différentes familles actionnaires. Un dirigeant de l'époque a même parlé de l'armée du Mexique pour décrire la direction. Ça suggère une certaine lourdeur, peut-être des rivalités, des coûts élevés, même si les patrons étaient souvent diplômés des grandes écoles. Des problèmes de management liés à cet héritage familial, mais est-ce qu'il y a aussi des erreurs de stratégie ? C'est le deuxième gros problème. Unipol a raté des virages importants. Par exemple, ils ont été assez frileux pour investir massivement dans les détergents de synthèse, alors que c'était clairement l'avenir pour le lavage et que la pétrochimie de Berre était juste à côté. C'est dommage, l'entreprise est restée trop concentrée sur son métier d'origine, l'huile végétale et surtout l'huile en vrac qui était moins rentable. Du coup, elle a perdu la bataille des marques grand public. Elle n'a jamais réussi à s'imposer sur le marché très lucratif de l'huile en bouteille et cette bataille perdue contre le sieur, justement, elle va avoir des conséquences terribles, non ? Il y a cet accord de 1970 qui semble être un tournant fatal. C'est un peu le coup de grâce. La direction d'Unipol, voyant qu'elle n'y arrivait pas sur l'huile de table, prend une décision radicale. Elle vend toute cette activité à son grand rival, le sieur. Ah, carrément, c'est une nouvelle société qui est créée, Unipol n'en garde que 20%. En interne, c'est vécu comme un choc terrible. Unipol perd la moitié de son chiffre d'affaires d'un coup. Et des usines importantes, notamment celles qui étaient historiquement liées aux familles. Et ça va casser l'équilibre qui restait entre les familles fondatrices. Exactement. Ça réveille toutes les tensions. Fin 1970, Philippard, de la branche bordelaise, vend une partie de ses actions à un financier extérieur, un certain Jean-Louis Chancel. Et Chancel, lui, il sent l'opportunité. Il est soutenu par des banques. Le moment clé, c'est en 1971, quand Édouard Astouin, peut-être pour sauver ce qu'il pouvait dans un groupe en difficulté, lui vend aussi ses parts, apparemment sans prévenir les autres familles historiques. C'est la rupture. Chancel réussit son coup, il prend le contrôle total d'Unipol. C'est la fin de l'ère familiale et une fois qu'il est aux commandes, ce financier ne cherche pas à relancer l'affaire mais plutôt à vendre les morceaux. Entre 1975 et 1978, Chancel démantèle Unipol pièce par pièce. Les bijoux de famille sont vendus. Le chat part chez l'allemand Henkel et Végétaline, l'innovation marseillaise qui était à l'origine de toute cette histoire, elle est vendue en 1981. Et l'ironie, c'est qu'elle est vendue à Le Sieur via une de leurs filiales. Incroyable, la boucle est bouclée d'une triste manière. C'est la fin de l'histoire pour le contrôle marseillais de cette industrie. Oui, mais la marque Végétaline, elle existe toujours aujourd'hui. La marque a survécu, mais elle est devenue un actif comme un autre qui a été racheté plusieurs fois au fil des restructurations de l'agroalimentaire mondial. Après Le Sieur, elle est passée chez Saint-Louis, puis en Italie, puis dans le giron du géant Unilever. Et depuis 2018, elle appartient à une société créée par des fonds d'investissement américains, très très loin de ses origines marseillaises. Et pourtant, le nom est tellement resté dans le langage courant. En France, on dit parfois de la végétaline pour parler de ce type de graisse. C'est la preuve de l'impact qu'a eu cette invention, même si on a oublié l'histoire derrière. Bon, pour résumer, c'est quand même une histoire assez folle. Marseille, berceau d'une innovation alimentaire majeure, l'ascension incroyable d'une entreprise familiale, rocade à scie et de roues, qui innove, qui modernise, qui conquiert l'Europe. Et puis les défis du XXe siècle, la tentative de survie par la concentration avec Unipol et finalement l'échec de ce modèle face aux nouvelles réalités économiques. Et ça mène au démantèlement, à la perte du contrôle familial et marseillais. Oui, cette histoire illustre vraiment bien la complexité des changements industriels. Ce n'est jamais écrit d'avance. Le déclin de cette industrie à Marseille, c'est un mélange de plein de choses. Des choix stratégiques qui n'ont pas payé, comme la timidité face aux détergents, la difficulté aussi à gérer un grand groupe issu de plein de familles différentes comme Unipol. Et puis bien sûr, l'évolution générale des marchés, des technologies qui ont joué contre le modèle marseillais traditionnel. C'est un cas d'école fascinant sur les limites du capitalisme familial face à la mondialisation et aux restructurations. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'un produit banal du quotidien, une simple boîte de végétaline, ça peut cacher une histoire industrielle et humaine extrêmement riche. Mais aujourd'hui, à Marseille, qu'est-ce qui reste de ce passé glorieux ? D'abord, puis assez douloureux, de l'industrie des corps gras. Quelques bâtiments rénovés, sûrement, mais les sources qu'on a lues parlent aussi de beaucoup de friches industrielles, surtout dans les quartiers nord vers les Égalades. Les cicatrices de cette désindustrialisation, qu'est-ce qui reste de la mémoire ouvrière ? Et est-ce qu'on sait encore qu'une innovation d'envergure européenne est née là, puisque cet empire s'est effondré ? Comment est-ce que la connaissance de cette histoire peut éclairer notre regard sur le Marseille d'aujourd'hui, sur ces défis économiques, sociaux qui persistent ? C'est peut-être ça la pensée finale, une invitation à regarder certains coins de la ville, et même ce qu'on a dans nos placards, avec un œil un peu différent, en y cherchant les traces de ces histoires oubliées.